16h30 avec Emmanuel Mensan Popo. Interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères. On abordera plusieurs sujets, vous vous en doutez. On parlera bien sûr des éperviers du Togo qui ont un match capital cet après-midi face aux Algériens, les Fennecs d'Algérie. Une victoire est la seule condition pour le Togo, pour sa survie, n'est-ce pas, dans cette qualification pour la CAN qui va se jouer au Maroc l'année prochaine. On va en parler ici en studio. Les pluies diluviennes du week-end ont été catastrophiques pour les populations, les quartiers pour la plupart sont bondés, gorgés d'eau. On reviendra sur le sujet et puis on pourra aussi parler de la justice togolaise avec Gérard Ouessan et l'homme Matisogwe. On sera rejoint en studio par Sylvestre Béni. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Avec mes confrères en studio. Bonjour Gérard Ouessan, comment allez-vous ce matin? Je vais bien. Super. Ouais, je vais bien. On n'a pas le choix. Ça veut dire quoi, on n'a pas le choix? On dit, quand on ne vit pas comme on pense, il faut penser comme on vit. Et le tour est joué. Ah ouais, qui a dit ça? C'est un adage populaire. Quand vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie, c'est ce qu'on a. Ouais, dites-vous, j'ai tout ce que je veux, c'est tout. Et vous avez l'impression de bien vivre. La vie est pleine d'astuces. Hein. Moi, j'en ai. Ah, d'accord. D'ici la fin, j'espère que vous allez partager ça avec nous pour qu'on vive mieux. Gratuitement. Vous voulez de l'argent? Au Togo, rien n'est gratuit. On marchande tout. Et vous suivez la danse. Merci d'être avec nous en studio. Bonjour Elo Matisogwe. Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Oui, ça va pas, grâce à Dieu. Il y en a un qui ne va pas trop bien, c'est Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes au courant que les éperviers viennent cet après-midi? Oui, il a dit que les éperviers ont matché cet après-midi le match retour contre l'Algérie. Mais ça devient une question de foi. Et puis, j'ai vu que vous êtes en jeune ce matin, vous êtes un homme plein de foi. Oui, si. Vous avez vu juste, j'y crois. Oui. Moi, j'y crois. Oui. Vous avez même la foi. Oui, parce que j'y crois, oui, bien sûr. C'est la foi qui fait ça. Oui. On va gagner. Ok, donc rendez-vous à quelle heure déjà?
16h. Okay. Si vous voulez pas aller au stade, vous restez sur la radio. Non, en fait, moi, je vais souffrir à la maison et puis bon, voilà. Je vais regarder tout cela de loin. Très bien. Maintenant, on va revenir sur le match, si vous voulez. Les éperviers qui ont un match capital. Et ce match ne compte pas pour des beurres, hein. Il faut le dire clairement. Non, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il faut le faire avec la manière. Même si je ne crois pas trop, je crois qu'il faut le dire, il faut dire les choses telles quelles. Même si je ne crois pas trop, je crois qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ça passe ou ça casse, quoi. Parce qu'il faut véritablement, au pire des cas, avoir un point. Au pire des cas. Parce que, oui, puisque la Guinée équatoriale a battu le Libéria, et donc la Guinée équatoriale nous devance, qui a aujourd'hui 4 points avec le Togo qui a 2 points. Donc, au pire des cas, il faut avoir un point aujourd'hui et commencer déjà les calculs. On va recevoir donc la Guinée équatoriale, on ira donc au Libéria pour faire le résultat. Et ce qu'on peut souhaiter aux éperviers aujourd'hui, c'est de gagner donc les 3 matchs restants, c'est-à-dire avec ça commence ce soir avec l'Algérie. Oui. Après, je crois qu'on va recevoir la Guinée. Le Libéria. Non, on va au Libéria. On va au Libéria. Avant de recevoir la Guinée. On reçoit la Guinée. Donc, on doit forcément gagner les trois autres matchs pour espérer être le meilleur deuxième de la poule. Mais lorsque vous voyez la manière dont les choses se passent, on nous dit de croire, on nous dit de mobiliser, on se mobilise et après, c'est zéro, quoi. C'est pourquoi tout cela, et je le dis, mais pas avec conviction, quoi. Donc on verra ce soir, mais pourvu que les dieux de football soient de notre côté. Mais à défaut, bon, on reviendra, on va faire le bilan et puis on va repartir sur de nouvelles bases. Voilà, quoi. Oui, bien sûr. Après donc le match et les qualifications, naturellement, on va en reparler. Et le Mathis Ogbe, par rapport à ce match cet après-midi, c'est vrai, il y en a comme nous qui croient toujours et on croit dire comme faire. Mais en même temps, il faut quand même que les éperviers fassent quelque chose. Oui, c'est important. Vous savez, c'est vrai que nous tous, nous sommes patriotes. On veut véritablement que le Togo se qualifie pour Maroc 2025 parce que rater 4 CAN consécutives, moi, sincèrement, c'est un scandale. Je voudrais pas être président de la FTF à ce moment ou membre du bureau de la FTF parce que moi, je démissionnerai. Et vous savez, on ne peut pas mettre autant d'argent pour des vous avez dit séances. quoi? Non, démissionner? Non, mais si pour la 4e fois le Togo n'est pas qualifié pour la CAN, je crois que logiquement, en tant que président de la FTF ou membre du comité exécutif, il faut démissionner. Parce que si vous n'avez pas de résultat, mais attends, vous allez faire quel bilan avec ça? 4 CAN consécutives ratées. On n'est pas encore à ce stade-là. Oui, mais pour le moment, on se concentre sur le match de ce soir. Oui. Mais si vraiment le Togo fait encore fausse route ou faisait encore fausse route et qu'on ne se qualifie pas pour la CAN, parce que là encore on a sorti les calculatrices, on commence à calculer, oui il faut qu'on gagne l'Algérie aujourd'hui, oui il faut qu'on aille gagner au niveau de Monrovia, oui il faut qu'on fasse un match nul ce soir, si on fait un match nul ce soir on aura 3 points, ça va nous mettre dans une position de meilleur deuxième. Il faut qu'après qu'on ait pour ce soir il faut que le Togo gagne et il ne faut pas que ni le Libéria ni la Guinée équatoriale. Il faut qu'il fasse ce match. On est dans les calculs. Ah oui, et nous, on est habitués à faire des calculs. On fait des calculs. Oui, mais Eric, on peut pas à ce niveau de la compétition où les gens, regardez ce que le Bénin fait. Mais c'est pharaonique. Vous pouvez pas. Mais attendez, le Bénin ne fait pas de calcul. On va pas gagner. Nous, on est là toujours à calculer. Il faut que le Libéria fasse match nul avec la Guinée équatoriale. Oui. Bon, il faut que les nôtres. Pour ne pas creuser l'écart, en fait. Voilà, il faut que les nôtres fassent match nul aussi pour qu'on reste dans la posture de meilleur deuxième. Il faut surtout qu'on reste dans la posture. Oui, mais il faut qu'on gagne à défaut. Il faut gagner un point. Il faut prendre un point pour se mettre dans la logique de meilleur deuxième. Eric, on est fatigué de ces calculs. On veut gagner. On veut pour une fois que nous puissions nous mettre en ordre de bataille afin de gagner un match de foot. Mais on n'a pas l'impression qu'au niveau de la fédération, on met les bouchées doubles. Je suis franc. On a beau accuser d'arrêt, on a beau accuser les joueurs, mais du côté de la fédération, on n'a pas l'impression qu'on met les bouchées doubles pour qu'on puisse gagner. Mais je suis franc. Parce que là, en ville, on n'a pas le sentiment. Vous avez traversé toute la ville. Mais depuis, même pas ce match. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'il y a match. Même pas ce match. Depuis le début de la campagne. C'est vrai que le premier match était contre le Libéria à domicile. On avait vu l'engouement, on a vu le public, on a vu des gens qui étaient mobilisés, qui allaient au stade et puis qui voulaient gagner et tout. Ça, c'était l'organisateur du match. Et c'était le contrat de l'organisateur du match qui voulait remplir le stade, pousser les éperviers vers la victoire, et on a vu comment le public s'était mobilisé. Mais au niveau de la fédération, c'est pas que mobiliser les gens, mais il y a un travail qu'on fait. Il y a des gens qui se mettent dans l'ordre de... Mais avant, les anciens présidents de la fédération, on voyait comment ils faisaient.
Mais on les voyait à côté des joueurs, on les voyait à toutes les séances d'entraînement, on les voyait prendre la parole, on les voyait discuter avec les gens. Ils étaient partout. Partout, mon frère. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression de voir ce trait d'union entre la fédération et l'équipe nationale. Mais le colonel est absent, je suis désolé. On ne le sent pas. Je ne sais pas si c'est sa casquette de militaire ou de gendarme qui fait qu'on ne le voit pas. Non, aucunement. Mais de toutes les façons, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Et qui est membre, en plus membre de la CAF. Je suis désolé, mais il y a des choses vraiment... C'est pas venir aux séances d'entraînement. On le voit en séances d'entraînement. C'est pas le fait de venir aux séances d'entraînement. Il n'y a pas une communion. Il n'y a pas cette motivation. Mais regardez le Bénin. Je vais vous donner quelques exemples. Le président de la Fédération béninoise de football, avant que les Guépards ne quittent le Cotonou pour Kigali, il a motivé les joueurs. Il a même dit que si on gagne les Amavoubi au Rwanda, vous avez 100 000 euros. Ah ouais? Ouais, 65 millions. C'est la fédération même qui donne. La fédération qui donne. Il dit, vous gagnez, vous avez 65 millions. Mais ici, on dit qu'on n'a pas d'argent, non? Ah, mais... Lui trouve l'argent où? Moi, je vous dis les choses. D'accord? Chacun est maître de sa fédération. Il faut juste les résultats. Vous avez 65 millions. Le Bénin a battu le Rwanda à domicile 3-0. Oui. Ils vont maintenant réaliser l'exploit à Kigali. Et le président dit, je vous motive, je dépose 100 000 euros sur la table. Ça, c'est moi. Après, tout ce que l'État donne, ça, c'est l'État. Mais on vous donne 65 000 euros. 100 000 euros. 65 millions. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner. Et là, aujourd'hui, moi, le match contre l'Algérie la dernière fois, sur papier, je dis sur papier, on ne pouvait pas avoir mieux. En tout cas, l'équipe que Daré avait alignée sur papier, en première mi-temps, on ne pouvait pas avoir mieux. À part le goal. Parce qu'on a l'éternel problème de gardien. Oui. Ça, c'est vrai. Mais sur papier, on avait quand même, on avait mis tout le monde, quoi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On avait injecté comment il s'appelle, Tchaki Marouf après. Oui. On avait quand même sorti Plaka Fessou. On avait mis des gens à Kwesson. Mais après, vous avez vu comment le match s'est passé. On a fait combien? 30-40 minutes de jeu plus ou moins exemplaire, où le Togo, ça va. Et puis après, on était à la rue, complètement à la rue. Bon. Complètement à la rue. Maintenant, on a un match. Voilà. Ce soir, on veut gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On doit aller au stade, on doit se mobiliser, on doit accompagner les éperdus vers la victoire, mais il faut surtout gagner. Il faut qu'il y ait cette communion-là. Il faut que, au lieu de véritablement critiquer le coach, de se mettre dans une logique c'est vrai, on critique parce qu'on aime le football, on veut véritablement que les éperviers gagnent, mais ce n'est pas un problème de Daré seul, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, la dernière fois, j'écrivais avec quelqu'un, je dis mais est-ce que Daré il bénéficie vraiment de l'appui de ses adjoints? Parce que là sur le banc, on n'a pas l'impression qu'on a deux coachs adjoints. C'est-à-dire l'adjoint de Daré lui-même, Abalo Dossé qui est là, et en plus on a 3 adjoints, et Kadia Koubadia. Mais on le voit seul, on ne le voit pas discuter avec les adjoints. Mais quand tu vois Abalo Dossé sur le banc, il a les bras croisés de la première à la 90e minute, tu vois les Koubadia qui sont là. Peut-être là c'est la retransmission, peut-être que au-delà. Oui, non, c'est que je ne sais pas. Il faut parce que vous savez, sur un match de foot, il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée à se mettre debout pour donner des consignes. Je ne refuse pas, mais... Voilà, donc le reste... Mais on voit les autres aussi, Eric. On voit d'autres matchs de foot. On voit comment les adjoints sont autour de leur coach principal, avec des papiers, des ceci, des cela, des gens qui tiennent des bics, des stylos, des calepins, ils notent le système de jeu, ils regardent les... Mais ici, là... Bon, peut-être que la réalisation n'a pas montré l'image là. Bon, ok. À la maison, on n'a pas vu. Bon, peut-être que vous trouvez des raisons pour me contredire, mais moi, je dis ce que je vois. De toutes les façons. Maintenant, vous avez une équipe algérienne qui vient avec des stars, des gens qui jouent au haut niveau. Ils ont l'entraîneur le mieux payé d'Afrique, Petkovic. Vous avez une équipe qui est très bien rodée, athlétique, physique. Quand vous avez des joueurs comme ça, qu'est-ce que vous faites? Les Maghrébins, le football maghrébin n'aime pas le contact. Ça, tout le monde le sait. Si vous avez une équipe maghrébine devant vous et que vous êtes une nation de foot, c'est ce que les Camerounais font souvent. Ils ne vous laissent jamais jouer. C'est-à-dire, moindre chose, ils font la faute. Moindre chose, ils font la faute. Et les Maghrébins, ils sont vraiment horripilés par ça. Ils sont nerveux quand c'est comme ça. Et quand ils sont nerveux, ils font un football de rue. C'est-à-dire que, ils sont fatigués, et puis tout le temps, c'est le contact et tout, c'est la faute. Mais on peut casser le jeu. Mais la dernière fois, on n'a pas cassé le jeu. Moi, le 5e, il m'a fait trop mal.
Sincèrement. Mais tu es resté jusqu'à la fin aussi. Oui, parce que on a assiégé la surface de réparation de l'équipe togolaise et on faisait une touche de balle à 4 joueurs. C'est-à-dire que 4 joueurs qui ont fait un losange. À toi, à moi, et puis la balle s'est retrouvée dans les filets de Togolais. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire que une touche de balle à 4 joueurs. Et là, on est à quelques heures donc d'un match. Oui, mais important. si on ne tire pas les leçons oui. de, comment on l'appelle, Anaba, c'est ça? Oui, Anaba. Si on ne tire pas les leçons d'Anaba, on ne peut pas jouer à Kégué. Bien sûr. Il faut tirer les leçons pour que ce soir, on puisse donner la victoire. Parce qu'on attend la première victoire de l'équipe d'Arrêt. Oui, bien sûr, et ça, on l'attend vivement. Alors, il y a beaucoup de réactions quand même, et les auditeurs qui nous suivent sur la radio peuvent envoyer des messages SMS, WhatsApp ou messages directs sur le 93 94 96 64. Il y a un autre auditeur qui nous dit, pour moi, c'est une question d'ego concernant la relation entre le coach et ses adjoints. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je vais croire en cette équipe qui n'arrive pas à bien faire amortir balle sur pied. Sincèrement parlant, Eric, notre équipe de jeu, notre niveau de jeu est très faible et quand on prend les joueurs individuellement, ils évoluent quel groupe, quel club européen? Bon, le niveau est très bas. C'est ce que dit donc le niveau de jeu de l'Algérie et celui des Éperviers. Si on les compare, nous gagnons cet après-midi, c'est de la chance. Bon, dit à cet auditeur. Je ne sais pas ce que Gérard pense donc de ce match qui aura lieu ce soir entre Éperviers et Fennec. Bon, Gérard Wesson. Je ne pense pas grand-chose. Hein. Et quand mes confrères parlaient tout à l'heure, ça m'avait tout l'air de ce qu'on appelle du déjà-vu. C'est-à-dire que quand j'écoute les analyses de Elom, ces analyses, moi je les ai écoutées plusieurs fois. Hein. Quand il y avait Claude Leroy et quand il y avait Tata Avlessi, c'est toujours les mêmes choses. Ben, la fédération aurait pu faire ceci, celui-ci n'a pas fait ci, celui-ci n'a pas fait ça. Mais toujours est-il que nous prenons les buts. Et nous faisons les mêmes analyses. Ouais, chaque année. Je me rappelle, Claude Leroy, on criait non, il faut faire ceci, il faut faire cela, le gars il est mauvais, il faut l'enlever, tout. Après il y a eu Duarte, c'est les mêmes analyses aujourd'hui, il y a Daré, c'est les mêmes analyses, et les buts continuent à rentrer. Ça veut dire, vous voulez dire que le problème est ailleurs? Mais carrément, moi je ne sais pas pourquoi nous ne voyons pas ça. Ça dit que quelqu'un est malade, il a des maux de tête, des maux de ventre, tout ça, il y a des symptômes, et personne ne cherche jamais à chercher le mal, et on s'attaque aux symptômes, pendant que le mal est en train d'évoluer tranquillement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit aux Togolais d'investir moins de 2 milliards pour le football? Pendant que les Béninois dont parlait Elom ont investi plus de 30 milliards dans le même football. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit aux Béninois de construire 22 stades de standards acceptables pendant que nous on joue toujours à Kégué? Il n'y a qu'un seul stade. Oui, bien sûr. C'est des choix en fait. Et comment est-ce que vous voulez que le miracle s'opère? Duarte n'a pas pu le faire, le roi n'a pas pu le faire, et que si, bon, disons, il y a eu un coup de chance en ce moment, mais... Non, il faut laisser... Vous voulez que je qualifie ça? Non, c'était comment vous voulez que je qualifie ça pour un élève? Non, pas du tout. Pour un élève qui a toujours 0 en maths... Vous vivez à côté du stade. Attendez. Gérard était en Allemagne à l'époque. Attendez. Ça dit qu'un élève a toujours 0 en maths et un jour il a 20 sur 20. Après Keshi, c'est le déclin, il faut le dire. Mais après Keshi, c'était du football. Mais il y avait les gueuleurs, tout ça là. Le Togo n'a jamais fait de miracles. Oui, sous Keshi au moins. Sous Keshi, on était allé au mondial. C'est pour ça que je vous dis, on laisse parler. c'est pour ça que je vous dis, c'est une question de chance. Ça dit que la chance c'est quoi? C'est une concordance de situations. Ce qui a fait que, par exemple, celui qui a toujours 0 en maths et un jour, il a 20 sur 20, mais peut-être qu'il a eu la chance d'avoir traité l'exercice. Peut-être que, je sais pas moi, quelque chose quoi. En tout cas, ce n'est pas ce qui est normal chez lui. Chez lui, ce qui est normal, c'est d'avoir des zéros. C'est ce qui est normal. Voilà. Et donc, si on prend ça comme un trophée de guerre, c'est dire, bon ben, la chance est possible, le hasard est possible. En football, je vous dis, le hasard n'est pas possible. Moi, chez moi, dans le aujourd'hui, il est devenu plus scientifique qu'autre chose. C'est clair. Moi, je n'irai même pas jusque-là. Quand dans les quartiers, il n'y a pas de terrain où les gens peuvent s'entraîner, où on peut jouer. Vous savez, des gens ont occupé chez moi à Kégué. Les réserves administratives. À part le stade, il n'y a pas de terrain à Kégué, c'est vrai, à part le stade. Il n'y a pas de terrain. Il y a un truc là, Nazod,
qu'on a vite fait de clôturer. On dit après, il y a un colonel qui a mis du sable là-bas pour construire. Il y a eu l'ancien premier ministre Klassou qui a dû intervenir au dernier moment pour qu'on empêche ce colonel. Voilà. Il n'y a même pas un lieu où on peut jouer. Kader est à côté. Oui, bien sûr. Il peut en témoigner. Il n'y a rien. Oloufane aussi est dans la zone. Oloufane est dans la zone. Il n'y a rien. Gérard est dans la zone. Mais Gérard, c'est quoi? Vous voyez, donc, quand on n'a pas la possibilité de détecter des talents, quand on n'a pas la possibilité de s'entraîner, parce que les Togolais ne s'entraînent pas, au dernier moment, on les ramène, et puis ils jouent. Bon, moi, j'ai beau être nul en football, mais en tant qu'une personne simplement logique, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Comment, en tant que journaliste, si je n'ai pas écrit des articles pendant 5 ans, on me donne un sujet, je peux écrire un article. Alors, il y a un auditeur qui dit sur TikTok que, écoutez ceci, cette équipe togolaise a un problème métaphysique. Non, moi, Gérard ne serait jamais d'accord. Je suis l'homme non plus. Je suis là d'être d'accord, mais par contre, je pense que cette histoire de baudet ou quoi là, mais le chef de l'État au plus haut niveau, des gens pouvaient intervenir. Parce que, vous savez, la parole a une puissance. Quand quelqu'un écrit sur une bouteille, je sais pas moi, arsenic, alors que c'est de l'eau, vous buvez, vous aurez mal au ventre. Le phénomène placebo. Oui. Quand on vous convainc que le comprimé la guérit des maux de tête, ça peut être juste de l'ami. Donc quand vous prenez, vous avez l'impression d'être soulagé. C'est le phénomène placebo, c'est scientifique. Donc quand le chef de l'État ou bien des personnalités vont se dire, laissez-nous ce con-là, vous allez gagner. Ce sera déjà quelque chose. Mais pourquoi personne ne se prononce et on laisse cette déclaration-là gangréner, se répandre dans la tête des gens, dans la tête des gens et des joueurs, et du staff et du public et de nos adversaires, parce qu'ils savent que nous sommes minés par une superstition qui court et tout le monde se tait. Donc pour moi, tout est fait pour que le Togo ne gagne jamais. Et vous, je ne vais pas dire que vous ne gagnerez pas, mais j'espère quand même que le miracle va s'opérer. Mais allons au but et faisons la thérapie qu'il faut. Bon, il faut lui demander au moins le score ce soir. Il faut dire qu'on va gagner, Gérard. Pour qu'on ait le phénomène. Non, moi je souhaite vraiment qu'on gagne. Un pronostic? Non, je ne fais pas. Je ne le fais pas. Alors, quand on disait la dernière fois qu'on a été sauvé par l'arbitre, que si on n'avait pas sifflé la fête, ça aurait continué, quoi. Parce que c'est l'arbitre qui a sauvé l'équipe togolaise. C'est la fête du jeu, sauvé par le gong, comme on dit en boxe. C'est pas possible que l'équipe joue. Alors, Sylvestre, la question de la métaphysique. Tout à l'heure, quand j'ai lu le message de l'auditeur, vous dites non. Non, écoutez, je ne crois pas trop. Baudet a tellement donc inculqué cela dans les têtes. Et maintenant, c'est rentré dans les esprits. Hein. Tout le monde aujourd'hui croit que oui, il faut payer Baudet pour qu'on puisse réussir. Ah non, mais regardez l'existence que nous avons aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de dire que nous n'avons pas des joueurs, mais on a quelques tapeurs donc, de ballon qu'on ramène et puis pour jouer. Prenez l'équipe en soi, prenez donc les clubs dans lesquels les pays évoluent. Mais c'est des Togolais qui m'ont encore montré qu'on joue du football en Azerbaïdjan et en Irak. Pour moi, là, on tire. Vous voyez, donc ils font envie de s'expatrier dans des clubs. Et c'est avec eux qu'on écoute même des clubs bizarres. Mais ils reviennent, donc on n'a pas le résultat. Aujourd'hui, prenons l'existant. Ceux qui vont jouer aujourd'hui. Il n'y a pas Jane. Non, Jane est suspendu. Oui. C'est le meilleur aujourd'hui, presque. Bon, je parle en défense centrale. En défense centrale. Dans un club, voilà. Oui, Guetapé. Qui joue au niveau. Oui, tout à fait. Oui, Guetapé, c'est au niveau. Et puis il est capitaine même dans son équipe. Ah oui, c'est clair. Vous voyez, aujourd'hui, Jane n'est pas là. Vous prenez la défense. Qui peut valablement le remplacer? Qui? Vous voyez, ceux qui se sont essayés la dernière fois en Guinée équatoriale, ils ont vite raccroché parce qu'on nous a dit qu'ils sont blessés. Aujourd'hui, vous voyez, avec la rapidité, tout ce qu'on voit, on a vu pour le premier match. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ce soir, c'est vrai, je peux dire ici que on va gagner. Je l'ai dit à la radio. Mais foncièrement, je ne sais pas. Je ne crois pas trop, quoi. Il faudrait qu'on dise les choses telles quelles. Je vais vous baptiser après. Le milieu de terrain, regardez. Bon, la dernière fois, on croyait aussi à Alessi qui est, trentenaire et tout ça. On nous a mangé en milieu de terrain. Il n'y avait pas, c'est-à-dire que les Algériens sont maîtres là. Il n'y a plus rien. Donc là, en attaque, l'autre là, je ne sais pas ce qu'il a.
Et Kevin Deke, dans son club, il claque but sur but, mais il vient en sélection, il ne fait que se promener. Alors, il y a un auditeur qui dit c'est surtout la qualification au Mondial 2006 qui a détruit complètement le football togolais. On n'a pas travaillé, mais on a réussi et on croit que ça pouvait marcher tout le temps. Si on avait bien travaillé, on avait réussi, on saurait comment faire pour regagner à nouveau. Bon, c'est ce que dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, Gérard n'est pas d'accord avec lui. Bon, voilà. Il y a un autre qui nous dit, nous sommes immunisés de l'éternel défaite des éperviers. Merci Gérard Ouissan pour la vérité pure. Le Togo est bon à rien, sauf les coups bas. Bon, voilà. Il y a un auditeur qui suit Gérard. Il y a un autre qui nous dit ceci. Moi, ce que je ne comprends pas est que comment les Comores, qui ont des joueurs qui n'évoluent pas au haut niveau, arrivent à performer sur le continent. Le problème du Togo, c'est un problème de cohésion entre toutes les parties qui sont concernées par le football. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Il dit ceci: il faut que les attaquants togolais arrêtent de vendanger les occasions de but. On aura beaucoup ce soir, un peu de réalisme et on va planter 3. Voilà. On va planter 3. On va planter 3. Oui, on verra. Mais pour celui qui parle donc de comment, je crois que je suis tenté de lui donner raison, parce que vous avez vu en 2006, il y avait une équipe. C'est-à-dire, en 2006, je me reviens me dire de donner les 11, c'est les premiers rentrants, les 11, je peux donner cela. Un passant à Gassa et tout ça, je peux donner tout ça là. Mais aujourd'hui, Shanghai Mazamé, les Anzans et tout ça, je peux. Voilà, il y a aussi Maman Gaffa, il est où là? Voilà, non, on peut donner les 11. Mais aujourd'hui, chaque match avait ses joueurs. Et avec des joueurs convoqués, chaque match avait ses joueurs convoqués. Mais vous, des retours, comment vous voulez qu'on ait une équipe, une cohésion? Je crois que, oui, après 2006, on aurait pu capitaliser sur cela, mais tout ce qu'on a vu en amont, de cette qualification, avec le départ précipité de Stéphane Keshi, moi je l'ai dit, ce monsieur, on n'a pas bien récompensé. On l'a maltraité. Paix à son âme. On a maltraité ce monsieur-là. Peut-être que ceux qui parlent donc de métaphysique, là, voilà quoi. Peut-être qu'avant son dernier souffle, que Keshi aurait peut-être dit des choses contre le Togo, peut-être. Mais le Togo n'a pas aujourd'hui une équipe. Si on gagne ce soir, c'est de la chance. Mais la chance ne sourit aussi qu'aux audacieux. Mais est-ce que nous sommes audacieux? Est-ce qu'on veut véritablement faire quelque chose? Tout ce que nous voyons là, bon, aujourd'hui, bon, voilà quoi. Voilà. Je ne sais pas si l'on veut placer un mot. On va quand même souhaiter bonne chance aux éperviers, les gars. C'est important. Envoyons-leur les bonnes vibrations. Oui, mais toujours. Eric, sur ce plateau, il y a des gens qui ont fait le stade de Kégué au premier match des éperviers. Hein. J'y étais. Oui, c'est pourquoi je dis il y a des gens. Mais je ne veux pas rééditer l'exploit. Et depuis, c'est fini, quoi. C'est-à-dire tout le monde veut regarder les matchs à la télé. Et on veut regarder les matchs de foot des éperviers à la télé. De toutes les façons, ce soir, moi, je serai vraiment devant la télé. Je vais bavarder moins parce que bon, quand je regardais les deux premiers matchs, j'étais un peu avec la fougue et tout, qu'on allait gagner. Très excité. J'ai été refroidi par 2 sorties du gardien, bon, quelques dégagements ratés et puis après, bon, quelques erreurs de placement qui nous ont coûté 5 buts la dernière fois. Et surtout un penalty bizarre, d'un gardien qui n'a aucun penalty. Mais on n'a pas l'impression qu'on a des joueurs, mais c'est un vrai problème. Et ça repose le problème de la reconstruction de notre football. Vous avez aujourd'hui... Ce débat-là, on pourra le mener après. Hein. Laissons-nous qualifier et puis après, on posera le débat du football togolais. Et oui, Eric, non, on ne refait pas le débat. On parle de l'équipe nationale. Match de quoi? Il est 11h34. Bon, dis Eric, on va gagner. Oui, d'ici 4 heures de temps, Togo doit jouer. Mais Eric, je suis d'accord. C'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat sur qui a fait quoi, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. On veut gagner. On veut gagner. On veut juste qu'on joue du beau football. Que au niveau des gardiens, qu'Agassak aussi fasse l'effort. Je sais qu'on n'en a pas, on ne va pas inventer un gardien de but. Mais qu'après ce match, qu'on puisse s'asseoir pour réfléchir. Qui peut véritablement garder les buts des éperviers? Bon, à part Agbolosou, on l'a vu. Mais à part lui, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, il est blessé et puis bon, tout le monde est à la rue. On n'a pas l'impression d'avoir un gardien de but. On veut essayer le gardien d'Asco de Kara.
Et c'est lui qui a gagné le but. Je dis on veut l'essayer. Est-ce qu'il a finalement rejoint l'équipe? Oui, il a rejoint le groupe. Ah mais attendez, vous voulez qu'on reprenne Ouassiou et Nieni là? Non, c'est pas moi qui décide, j'en sais absolument rien. Oui, mais Agbolosu n'est pas là, Ouassiou n'est pas là. Barcola, on ne sait pas si il est très lui, c'est un complément peut-être. Oui, on ne sait pas parce que c'est vrai qu'il est un peu âgé aussi. On ne sait pas s'il va pouvoir garder les buts. Mais le garde Asco de Cara, lui là, il est quand même mangeant parce qu'il a fait 4 matchs sur le continent. On n'est pas qualifié non plus avec lui, avec Asco. Mais il a quand même du jeu dans les jambes. Ça, il faut le dire. Maintenant, après, je sais pas. Moi, je suis pas coach. Je suis pas entraîneur. Je n'y connais rien. Moi, je regarde juste du beau foot. Personne n'est coach ici. Donc, il faut que Daré nous sorte l'alchimie pour qu'on gagne ce soir. Bon, en tout cas, on n'a pas 36 joueurs ou 80. Au Togo, c'est ce qu'il a. Là, je pense que... Tout à l'heure, vous avez parlé de la fédération et consort de la démission. Et il y a un auditeur qui dit clairement il faut appeler la fédération à la démission en cas de défaite ou de nul. Je crois qu'il y a même un confrère qui l'a écrit aujourd'hui. Je crois Tampa Express. J'ai même pas. Francisco Napocoura qui appelle ouvertement la démission. Je crois que le monsieur a raison. Ça fait quand même 16 ans. Le monsieur a raison. Ça fait 16 ans. À Covid, c'est la poisse. Non, on va pas dire que c'est la poisse, mais quand vous faites la présidence de la fédération de football pendant 16 ans, vous n'avez fait aucune CAN. C'est déjà trop aussi. Vous êtes là 16 ans, c'est trop d'ailleurs. Pourquoi vous êtes là 16 ans sans CAN? Mais vous décimez toute la génération. Il a fait 16 ans? Non, je dis si vous allez faire 16 ans. Oui. Parce que c'est quand même le 4e mandat, non? Oui. Le troisième. Non, c'est le troisième. Mais quand vous faites 12 ans sans CAN, on rate 4 CAN consécutifs. Parce qu'entre-temps, il y a 2 CAN qui se sont succédés. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand vous ratez 4 CAN consécutifs en 12 ans, franchement, moi, je vais me poser beaucoup de questions. Parce qu'après 2017, le Togo n'a plus pointé son nez. Effectivement. Et il y a aujourd'hui aucune, comme Gérald l'a dit, nous on jouait quand on était dans l'enfance sur le terrain d'Ablogame et le terrain de football de Requin FC, et avec l'équipe de Tala FC, mais il y avait pas mal de joueurs, dont il y a un qui était en équipe nationale, Roland Mouzou, qui joue à Scott-Cara maintenant. On était tous sur le terrain de Requin là-bas. Aujourd'hui, le terrain n'existe plus, comme Gérald l'a dit. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Or, la FTF a justement une ligue pour la promotion du football de quartier. Sablonneux là même, on n'en a plus. On n'a plus justement dans nos ligues, dans nos contrées, des week-ends où il y avait des tournois, on voyait des jeunes jouer, tout ça. Il n'y en a plus. Il y a des coupes chaque week-end. Il n'y en a plus. Et on veut détecter les talents comment? Dans un championnat qui n'existe plus? Dans un championnat qui a du mal à reprendre, où les présidents de clubs ont démissionné à tour de rôle? Les présidents de clubs démissionnent chaque fois. On le voit. Parce qu'ils sont fatigués par le poids des clubs. Ils ont faim. Et puis c'est ça. Pas qu'ils démissionnent. Non, moi j'ai entendu qu'ils ont faim. Ils n'ont pas à manger. Des présidents de club. Non, soyons sincères. Moi je crois qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. À un moment donné, il faut dire la vérité. Gérard. Oui, à force de ménager les gens, celui qui parle de la démission de Apovi, mais ça va servir à quoi? Combien de présidents de fédérations n'ont pas déjà démissionné? C'est-à-dire qu'on vous dit de faire une course motocross. D'accord? On donne des motos trail aux autres et on vous donne une maths. Et après vous dites, mais lui là ça fait 16 ans, il ne gagne pas. Mais il a toujours sur la maths. Une maths ne peut pas faire une course de moto avec des trails, des enduros, des trucs comme ça. Ça ne marche pas. Donc tant qu'on va donner aux présidents de fédération des équipements inadéquats, mais ils ne donneront que les résultats possibles. Donc, ce n'est pas la peine de penser à changer les présidents de fédération, mais il faut repenser le football. Est-ce que nous mettons assez d'argent? Est-ce qu'il y a les infrastructures? Autant de Claude Leroy, moi j'ai eu la chance de le voir une fois dans le quartier là-bas, où il disait même qu'ils vont passer de quartier en quartier pour trouver les jeunes talents. Moi, c'est une seule fois il est venu pareil. Il n'est plus jamais revenu. Il va faire quoi? Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Donc, les miracles, sincèrement, moi je n'y crois pas. Vous voulez un pronostic, moi je donne 1-1, c'est possible. Ouais, parce non, que... ça ne nous arrange pas. Moi, c'est ça que je sais. Avec un Gérard renforce les calculs alors. Oui, non, parce que là, ça ne nous arrange pas. Les autres, là, fort de leur victoire. Souvent, quand vous pronostiquez ça tombe? Je ne dis pas non.
Je dis pas, mais vous voyez. Bon, il y a un auditeur lui qui parle de 3-1 pour le Togo et je crois que nous ayant marqué 5 buts quand même, ils seront mentalement tellement forts quoi. Mais je crois que le Togo dans un sursaut de fierté ne va plus se laisser écraser. C'est l'analyse de comment on dit là, de profane que je fais quoi. D'accord. Ouais. Très bien. Écoutez les gars, merci beaucoup. On va continuer. Il y a d'autres sujets également qu'on va aborder. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur la pluie de ce week-end. Je ne sais pas quelle est la situation chez vous ou dans votre commune aujourd'hui, ce matin ou depuis hier, Sylvestre. Bon, moi je suis dans la commune Golfe 5, mais bon, avec là où moi je suis, bon, je crois qu'il n'y a pas trop de dégâts. Mais vous avez vu des dégâts? Oui, dans d'autres communes, je crois, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. Si je prends par exemple, je crois que c'est Golfe 7, non? Oui. Et Golfe 7, j'ai vu tellement donc de dégâts et avec des véhicules qui sont totalement immergés. Oui, on a vu des images de Ségbé, quelque part à Kato aussi. À Kato aussi. Et j'ai même un ami, bon, pour ne pas dire, oui, même de la famille qui est au niveau, donc qui est dans Golfe 7, qui aujourd'hui, depuis hier, il a déménagé parce que en pleine nuit, ils ont été surpris par l'inondation. Son téléphone, les 3 téléphones de ses enfants et tout ça sont totalement immergés, les tenues, les kakis, tous ces enfants aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais l'appeler au sortir, parce que comment les enfants ont fait pour reprendre les cours ce matin, parce que leur cahier, totalement, tout est parti, quoi, tout est parti. Lui, il a pratiquement dans l'eau, il a dit, bon, il va rester là, parce que s'il craignait, s'il quittait la maison, peut-être que d'autres viendront chercher les leurs. Je parle donc des voleurs, puis se faire immersion et puis prendre quelque chose. Donc il est resté là, il a pu aménager une petite salle avec sa femme. Ils sont restés là jusqu'à ce matin. Donc selon les informations, puisque je n'y étais pas aux premières heures, selon les informations, ils ont fait appel donc au secours, surtout aux sapeurs-pompiers, pour qu'on puisse se pomper et tout ça. Eux, ils disent, si le pompier, ils ne savent pas là où ils vont reverser l'eau, là. Vous voyez? Parce qu'il y a l'eau partout. Il y a l'eau partout, vous voyez? Ils n'ont pas aussi tort. Ouais, c'est un mur qui a cédé, qui rapidement ils ont été surpris par les inondations. Mais c'est pas. Depuis des années, on en parle, on n'en finit pas. Et chaque saison de pluie, on parle d'inondation. On nous a trouvé donc cette formule d'avoir des bassins de rétention qui deviennent aujourd'hui source donc d'insécurité, d'inondation. Là, je le dis. Qui deviennent aujourd'hui, c'est-à-dire ces bassins-là qui créent maintenant des inondations. Oui, parce que vous prenez l'exemple donc d'Aïdo Gomé Bien-être. Et Aïdo Gomé de la Douane. Oui, mais il n'y avait pas de bassin là à l'époque. Mais aujourd'hui, on a un bassin et tous les riverains, tous ceux qui sont à côté du bassin aujourd'hui sont inondés. Or, il y n'y avait pas d'inondation à ce niveau-là. Vous voyez, donc il y a un problème aussi de canalisation. Hier nuit, je passais au niveau donc de ce vieux pays. C'est pratiquement plein. C'est pratiquement plein. Encore de pluie aujourd'hui. Tous ceux qui sont donc du côté est donc du bassin seront inondés. Jusque je crois que c'est Tesaco total. Oui, ils seront inondés. Cap, oui, il va Cap. Vous voyez, donc, je ne sais pas ce qu'on doit encore faire, quoi. On en parle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on a juste créé une structure pour sauver les gens, pour sauver les sinistres. Il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire, il y aura inondation. L'assistance. Il faut juste les sauver. Il n'y a plus rien à faire en amont. J'ai l'impression que tout le monde a démissionné. Parce que ça devient répétitif, mais on ne peut que attendez, donc il y aura sinistre, on viendra vous sauver. Il n'y a que ça maintenant. Vous voyez, c'est triste pour ce pays-là, quoi. D'année en année, d'âge en âge, comme on le dit, on a toujours les mêmes phénomènes. Et vous savez, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Et ceux qui sont là pour les mêmes causes sont toujours là, on aura toujours les mêmes effets. C'est ça. Alors, et l'homme, est-ce que finalement... comment faire face à une telle situation aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même dire qu'il n'est pas particulier au Togo. Il y a beaucoup de pays qui sont aussi sous l'eau. Il y a le Tchad, le Niger,
Mais vous savez, le changement climatique, c'est quelque chose qui frappe les pays de plein fouet. Mais au Togo, il va falloir que véritablement on puisse aussi mettre en place, comme on a dit, une politique qui permette justement de faire de la prévention. Il faut prévenir plutôt que de rester tout le temps dans l'action, dans la réaction. La NPC aujourd'hui est débordée par les coups de fil. Le 170 est débordé. Vous avez des appels. Oui, mais vous avez des appels. Ils n'arrivent même plus à faire face à la demande. Parce que quand il pleut, surtout la pluie de ce week-end, il y a plein d'appels. Il a plu samedi matin. Puis il a plu du soir. Oui, mais c'était fou ça. Dimanche tôt le matin, avec autour de, je crois, 1h, 2h du matin, avec la foudre et tout, le tonnerre et tout. Mais c'était pas possible. Et quand vous réveillez le matin, vous avez des flaques d'eau partout, des zones qui sont inondées. Mais on ne va pas tout le temps aussi se lever pour dire il y a inondation ici, il y a inondation là. Et il va falloir qu'on puisse poser des actes concrets. Et quand on parle d'assainissement, les retenues d'eau, oui, on a pensé en tant que c'était la solution. On en a parlé sur ce plateau. Oui, bien sûr. À plusieurs reprises que les retenues d'eau ne constituaient pas la solution au problème d'évacuation, d'assainissement d'eau dans la capitale togolaise. Et qu'il va falloir justement qu'on puisse revoir l'urbanisation et concevoir justement un plan qui permette de pouvoir canaliser les eaux pour qu'elles puissent partir directement ou mettre en place des centres de traitement des eaux. On doit faire aujourd'hui des travaux, des grands travaux dans le pays, surtout à Lomé. Oui, mais il y a un problème d'assainissement de toutes les façons. La capitale est en train d'être saturée. Il y a trop de personnes encore dans la capitale togolaise. Et chaque fois, chaque mois, chaque année, il y a une augmentation des populations. Et les quartiers se développent davantage. Et les quartiers se développent sans réelle politique d'assainissement et d'infrastructure. C'est ça le problème. Les communes sont surprises par le niveau de développement des populations, des gens qui viennent s'installer. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Et à part ça, vous avez les marchés qui ont des problèmes. Oui. Les marchés qui ont de sérieux problèmes. Vous allez au niveau du marché de Tochi par exemple, vous avez des flaques d'eau partout autour de ce marché-là. Vous avez des marchés qui sont abandonnés, des marchés qui sont justement fermés parce qu'il y a eu incendie. Il y a beaucoup de choses. Et donc tout ça, ça constitue d'autres problèmes parce que les eaux ne circulent plus, les eaux n'ont plus d'espace et se retrouvent directement dans les maisons. Quand vous reprenez les politiques de construction des grands travaux, et il y a des routes qui ont été faites, après les eaux rentrent dans les maisons. Oui. Et il y a finalement, on a goudronné. Oui, mais les gens voulaient du goudron, on goudronne la route et puis après ils se retrouvent maintenant sous les eaux. Parce qu'en temps on a dit qu'on a nivelé la route, il y a maintenant ceci, il y a cela, on met quelques rigoles, les rigoles n'évacuent pas véritablement les eaux. Parce qu'entre-temps, on ne sait pas si on a bien fait les calculs ou entre-temps les gens viennent verser de l'eau directement de leur maison. Et il y a beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pas un petit souci, c'est un problème que nous devons régler. Mais Dieu merci que pour le moment, on n'est pas encore signalé de pertes en vie humaine. Il y en aura pas aussi. Si, il y a des cas. Où ça? Ben, moi, Pertes en vie humaine? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, si, il y a des pertes en vie humaine. Oh là là. Mais vous me prenez pas, il y a des pertes en vie humaine. Oh là là. Si c'est pas communiqué officiellement, soit l'autorité n'est pas au courant, mais il y a eu des pertes en vie humaine, parce que moi j'ai eu des informations hier par rapport à ce sujet-là. Et ce qui s'est passé, ça devient compliqué. Gérard Ouessant, comment finalement régler ce problème-là? C'est quand même important de trouver des solutions. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années maintenant, mais il faut quand même qu'on fasse face à cette situation. Bon, moi je pense que tout part de la politique et tout revient à la politique. Faut pas penser que je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'en football tout à l'heure, vous avez vu, on a finalement abouti à la politique. Quand la politique marche, les autres choses marchent. Pour les inondations, vous allez remarquer que des spécialistes n'en parlent jamais. Nous on en parle ici, mais ça peut être des bêtises que nous sommes en train de dire. Il y a des géologues, il y a des météorologues, il y a des spécialistes qui peuvent nous dire exactement de quoi il en retourne. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne parlent jamais? Pourquoi on ne leur donne pas la parole? Et quand vous leur donnez la parole, pourquoi ils se débinent? Ils disent, oh, petit frère, moi, je ne pas trop parler de ça. On écoute ça très souvent. Ben oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Il ne veut pas parler, il ne veut accuser personne. Il pense qu'il est peut-être professeur d'université, donc lui, il veut monter en grade. Et donc, vos inondations, ce n'est pas son problème. Donc moi, je dis d'abord, il faut libérer la parole. Tant que la parole n'est pas libérée, tant que les gens ne sont pas libres de s'exprimer, comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à résoudre les problèmes? Vous avez une famille, il y a des problèmes par exemple, d'insalubrité, la maison est sale et tout, et papa, maman et les enfants, la bonne, ne s'asseyent jamais pour se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit plus propre? Et vous êtes là, bon, je pense que la maison sera toujours sale. C'est le cas du Togo. Quand vous prenez Akato, quand vous prenez Segbe, tout ça, il n'y a pas longtemps du tout, ce n'était pas inondé.
Non. Pas du tout, ouais. Oui, c'est Non, vrai. oui. Et par miracle, les quartiers qui n'étaient pas inondés Avant, avant. c'est quoi? C'est Adakpame et cette zone-là. Et attention, si vous oubliez Mok Badagonata. Les On Badago. était les plus inondés. Oui, bien sûr. On était Badago les plus aussi, inondés. oui, bien sûr. Et brusquement, tous ces quartiers-là sont inondés. Il faut se poser les vraies questions pour éventuellement trouver des solutions. D'abord, il y a ceci. Moi, je parle toujours, je suis qu'un journaliste, hein, mais quand vous construisez des maisons, c'est autant de superficie que vous empêchez d'être des terrains d'infiltration. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a une maison, l'eau ne peut plus s'infiltrer là-bas. Quand il y a une route, un goudron, comme le disait Elom tout à l'heure, vous empêchez l'eau de s'infiltrer là-bas. Donc, les maisons, plus les rues et tout ça là, vous empêchez l'eau, ou bien vous poussez l'eau à aller chercher du refuge ailleurs. Et ailleurs là, c'est dans le salon. Donc, plus la ville s'étend, moins il y a des espaces pour l'eau pour s'infiltrer, et donc, il peut y avoir inondation. Donc, il faut tracer le chemin pour l'eau de partir. Soit il faut tracer du chemin pour l'eau, soit il faut avoir des espaces de rétention d'eau. Ah, ouais, on c'est dit possible. que ça devient une source d'insécurité. Bon, pour nous la le population. disons, Sylvestre l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'un bassin de rétention d'eau peut être source d'inondation? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que j'ai l'eau chez moi, je creuse quelque part pour évacuer l'eau pour qu'il rentre dans ce trou, et ce trou-là peut m'inonder? Non, c'est pas possible. Ça veut dire que ces bassins d'eau sont peut-être débordés. Oui, bien Ils sûr. sont pas assez grands. C'est Voilà, ça. mais ils ne peuvent pas être la cause des inondations. Ils sont devenus sources. Oui, ça veut dire la cause. Oui, c'est la même non, chose. non. C'est-à-dire que cet endroit avant, il n'y avait pas de problème dans Oui. le quartier. Oui. On creuse, on dit on retient l'eau là-bas et puis ça déborde. Non, Ça déborde. En fait, ceux qui ont creusé, c'est parce qu'ils savent qu'il y a danger d'inondation qui viennent creuser. La preuve, ils ne creusent pas partout. Ils n'ont pas creusé, ils ne creusent pas partout. Quand ils voient qu'il y a danger d'inondation, c'est là qu'ils viennent creuser. Mais ceux qui creusent, souvent, c'est inefficace. Ce que moi je connais, c'est que les bassins de rétention d'eau, on ne cimente pas, on ne bétonne pas à l'intérieur. Oui, bien sûr. Quand vous voyez dans les campagnes, quand vous allez vers Palimé, vous voyez toutes ces retenues d'eau là, les barrages, là où on fait du jardinage et tout. On creuse seulement et l'eau, il reste tout simplement. Et il trouve le moyen de s'infiltrer encore. Mais quand on bétonne l'intérieur, pour moi personnellement, ça pose un problème. Je ne suis pas un spécialiste, je le dis encore, mais à moi, à leur place, je ne vais pas. Oui, mais il ne bétonne pas. bétonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'eau n'absorbe plus, la terre n'absorbe plus l'eau. À un moment donné, vous savez que c'est comme ça aussi. mais- Il y a des sols, il y a des types de sols. Oui. À un moment donné, il ne peut plus absorber plus d'eau que ça. Oui, mais est-ce que c'est pas mieux que le béton qui n'absorbe absolument rien? Quand vous bétonnez l'intérieur, c'est qu'il n'y a même pas 1 cm3 d'eau. Est-ce qu'il y a des retenues aujourd'hui à Lomé qui sont bétonnées? Oui, tous. Allez voir quand on construit. On construit d'abord les murs Oui. à côté qui sont obliques et l'intérieur c'est bétonné. C'est du béton. Donc, si ça a une capacité de, je dis une bêtise, de 10 000 mètres cubes, quand les 10 000 mètres cubes seront passés, le truc est rempli. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a rien. Et donc, pour moi, ça pose un problème. Maintenant, il y a les quantités de pluie qui ont augmenté. Ça, c'est avéré. Bon, mais qui sait maintenant combien de mètres, de centimètres cubes d'eau il pleut à chaque fois? Qui a les données? Nous, les journalistes, je pense que mes confrères ne les ont pas. Bon, les spécialistes, c'est à eux de nous dire, voilà, il y a tel problème. Alors, on propose telle solution. Mais pour le reste, moi, pour le moment, je me dis, on nous empêche de réfléchir. C'est comme ça que fonctionne malheureusement le Togo actuellement. Il y a des gens qui s'arrogent le droit de vous régenter et disent, vous taisez, nous avons les solutions à tout. Point. Là, on voit qu'ils sont débordés par le football, la pluie, tout, la sécurité. Tu les as débordés. Tu les as débordés. C'est le peuple entier, c'est nous tous qui devons nous investir pour le bien-être de notre peuple, Il y a un de notre auditeur pays. qui dit chaque année, on fait les mêmes débats et rien ne change parce qu'on a les mêmes dirigeants avec les mêmes politiques qui refusent de se remettre en cause. Je rejoins Daïsi, il faut l'alternance, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, alors, il nous dit ceci, il y a aussi un souci dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des informations sur la météo. Il y a la page Facebook de Anamet, la réussite et l'Anamet, qui donne les alertes météo, mais beaucoup ne s'intéressent pas à ça.
parce que avant la pluie de samedi, dans la journée, il y a eu des alertes. Mais beaucoup prennent ça à la légère. Attendez, les alertes, ça sert à quoi? Au moins pour vous dire qu'il va pleuvoir. Bon, et après. Et donc, vous prenez vos dispositions. Pour on déplace la maison. Vous prenez une poule, vous la partez, on dit à 15h, on va lui couper la tête. Il va prendre quelle disposition? Non, moi je pense que c'est des faux problèmes. Vous savez, chez moi à Kégué, là, vous voyez la route qui va de Kégué jusqu'à Maria Théodokos. Oui. Je vous invite à aller voir cette route. C'est en construction actuellement. C'est terrible. Comment l'argent du pays peut partir comme ça en fumée? Comment ça? Mais on fait Ils sont en train de construire cette route. Non, on a abandonné, on a laissé les rigoles, on a fait des ouvrages en béton qui ont coûté sûrement des centaines de millions, mais qui sont en train de se promener. C'est-à-dire que les ouvertures des rigoles là, mais tout est là, quoi. C'est-à-dire que tout a été abandonné et vous voyez sur la route, c'est un tas de sable qui détériore évidemment le travail qui a été fait et on a fait plusieurs fois. Mais c'est avec quel argent on fait ça? C'est-à-dire que moi je pense que le Togo est vachement riche, hein, parce qu'il y a des pays comme la Chine et tout, mais ils ne peuvent même pas se permettre de gaspiller tant d'argent. Quand ils font des ouvrages, c'est bien, c'est propre, c'est fait dans un délai donné et tout est respecté. Mais quand nous, on redonne les marchés toujours à des gens qui manifestement gaspillent ce qu'on leur donne, mais comment est-ce qu'on peut continuer à le faire? À Lomé, d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne construit par exemple pas en hauteur? Imaginez que la ville de Lomé se limite seulement à Sigamé, Kégué, Djidjolé, tout ça là, mais c'est une ville comme New York en hauteur. Vous croyez qu'on aura ces problèmes d'inondation là? La ville s'étend. Trop rapidement. Et trop rapidement. Il faut être très riche pour pouvoir maîtriser le problème d'eau. Comme la Hollande. Voilà, eux, ils ont chassé la mer. Ils se sont dit, nous avons assez d'argent pour vaincre la mer. On a construit à la place de la mer. Mais est-ce que nous avons ces moyens-là? Alors, si on n'a pas ces moyens-là, construisons des villes plutôt en hauteur avec la politique d'appartement, tout cela. Mais je crois que c'est ça qui va nous sauver. Sinon, un jour, on sera obligé quand même d'en arriver là. L'eau va nous obliger à en arriver là quand il y aura des victimes. Et l'homme aujourd'hui, comment faire face à cette situation? Parce que les populations ont les pieds dans l'eau. Hein. Il y a même des écoles qui sont inondées. On m'a renseigné ce matin qu'il y a même des églises qui sont... comment on gère aujourd'hui? Moi, je crois qu'il va falloir qu'au niveau de l'État, il y ait une action concertée pour que les gens viennent véritablement répondre de la façon dont l'État est en train de prendre les dispositions. Parce que l'ANPC, c'est vrai, c'est une agence de protection civile. Elle fait ce qu'elle peut faire dans la limite de ses moyens, de son cahier de charge. Mais ce n'est pas l'ANPC qui va régler les problèmes d'inondation, qui va régler les problèmes de trucs aux populations. Non, il faut qu'au niveau de l'État, il y ait une action concertée entre les 3 ministères concernés. Le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement. Vous avez le sentiment que depuis plusieurs années qu'on en parle, civile, personne ne nous dit comment on sort de cette situation. Oui, mais c'est pas que j'ai le sentiment, mais comment on nous dit ça? Il faut que, moi j'ai envie de lancer un appel. Il faut qu'au prochain, il y a un truc au ministère de la Communication qu'on fait maintenant. Rendez-vous avec le gouvernement. Mais il faut qu'on nous invite les 4 ministères concernés. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics et le ministère de la Protection civile. C'est les 4 ministères qui sont concernés par les problèmes d'inondation. Il faut que les 4 nous disent la politique qu'ils mettent en place pour faire de la prévention en ce qui concerne les inondations. Il y a le ministère de l'eau aussi, tiens, j'ai oublié. Le ministère de l'eau. Mais il faut qu'on nous dise, parce qu'on va pas éternellement faire le débat. On est en pleine saison pluvieuse et c'est vrai. Vous savez, attendez, il y a aussi inondation en Europe. Hein. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des pays qui sont inondés, le Tchad, le Niger et tout. On est en zone difficile, mais les conditions météorologiques ne sont pas favorables pour beaucoup de pays. Mais quelles sont les dispositions prises au niveau de ces départements de façon concertée pour prévenir ce qui se passe actuellement? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est important de le dire. Parce qu'il y a des actions, on communique dessus, oui, mais il faut aussi communiquer sur les plans d'action, les préventions. C'est ça aussi l'efficacité de l'action gouvernementale. Ce n'est pas, oui, on vient, on les résultats, oui, mais il faut aussi prévenir. Et qu'est-ce qu'on met en place pour faire de la prévention? Il faut que le gouvernement vienne nous dire, oui, parce qu'on apprécie bien la façon dont les ministres défilent. On a fait déjà deux éditions, c'est ça? Oui, si. 2 éditions. Il faut que, oui, ça continue. Pour que la prochaine édition vienne nous dire, oui, voilà, c'est ce que nous faisons par rapport
à la prévention et que les populations qui sont dans les zones, parce que quand les gens sont sinistrés, c'est les journalistes qui appellent. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas les ministres. D'ailleurs, connaissent pas le numéro. Oui, voilà, c'est les journalistes. Ils appellent. Aussi, ils disent oui, mais les gens ne connaissent même pas. Mais écoutez, c'est compliqué ce qui se passe. Mais les journalistes, les gens l'appellent que non, mitissime, comment on va faire les Camila Odo, numéro Camila, mais c'est compliqué. C'est nous qui sommes les premiers répondants. Il y a un qui m'a appelé hier de Zanguera. Ah, c'est ce que je dis. On avait l'impression que sa bouche était déjà dans l'eau. Non, mais c'est vrai. donc quand nous on est là et qu'on nous appelle comme ça, on est sinistré, vous dormez même à 4h, les gens vous réveillent. 4h30. Que Fofobi est dit, les amis, les cimés. Mais Camille Ayor, mais attends, nous là, on peut te donner le numéro de l'ANPC. Il faut que les ministres communiquent leur numéro de population, non? Non, mais le numéro de l'ANPC, c'est le 170. Ah ouais, plutôt que de nous appeler, nous déranger, nous autres. Oui, mais... Qui n'avons aucun pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit seulement appeler le 170. Mais est-ce que nous, on travaille à la protection? On n'est pas sauveteur. On n'a pas travaillé dans le sauvetage. Donc, nous, on donne l'information. L'information, c'est d'appeler le 170 en cas de sinistre. Et donc, quand vous appelez le 170, c'est à eux de gérer, d'enregistrer la plainte et de déployer l'équipe sur le terrain afin de voir ce qu'on peut faire. Et depuis hier, il y a une dame où ça... Je crois vers Sagbado là-bas, Bar, Adonaï, le terrain d'Adebayor, il y a un terrain là au fond là, mais qui est dans l'eau pratiquement depuis hier. Elle a appelé le 170 grave, mais personne ne vient. Mais personne ne vient, on lui dit toujours de patienter, les gens vont venir, mais jusqu'à ce matin, alors je parle depuis hier à 6h du matin, la dame est toujours là, mais personne n'est passé. Il y a aussi ces cas. Elle vit au moins parce que là. Mais oui, mais elle vit, elle est là. Mais quand je dis que les gens nous appellent pour voir quoi faire, mais moi, elle m'a appelé à 6h du matin pour ça hier. Qu'elle est dans l'eau, il y a des ordures partout, elle est inondée, elle est quoi, mais il y a des gens partout, mais qu'est-ce qu'elle fait? 170. Mais qu'est-ce que moi j'ai comme information? À part le 170, l'Agence nationale de protection civile. Bien. Voilà. Il y a 12 sur la radio. Il y a un auditeur. Je crois que... Si, non, on ne parlera pas. Il est 12h. On va marquer une pause. On fait un clin d'œil aux partenaires. Juste après, je vous donnerai la parole, rassurez-vous. Le temps aussi de dire que vous avez parlé tout à l'heure on cimente donc les bas des retenues d'eau. J'ai plein de messages pour dire non. Les retenues d'eau ne sont pas bétonnées vers le bas. On les vérifie et les retenues d'eau sont des problèmes, non la solution du cet auditeur. Il y a le confrère Francis Konapokwa qui dit l'intérieur n'est pas cimenté mais les abords afin de limiter la dégradation. C'est pas un débat. On marque une pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre
Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. IPM Togo est le cadre de référence pour l'obtention de votre diplôme en licence et master en gestion. Bénéficiez de nos formations en présentiel et en ligne dans les spécialités suivantes. Devenez diplômé d'une formation d'exception et prenez en main votre avenir professionnel. Info IPM Togo, Lomé, Adidoadin, prolongement fin pavé, téléphone +228 91 33 16 61 +228 70 41 47 81. On ne s'inscrit plus dans un parcours académique au hasard. On choisit un parcours de formation pour anticiper sur les métiers du futur. À l'Institut FOMES, l'innovation, la recherche de l'excellence et l'employabilité transforment vos curiosités en carrière professionnelle. Obtenez une licence ou un master co-signé par IFOMES et ses universités canadiennes partenaires dans les domaines des sciences économiques, de gestion et de technologie, de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des sciences paramédicales, du travail social, de la gouvernance territoriale et des sciences et technologies de l'information. Grâce à ces enseignements personnalisés en présentiel et en ligne, l'Institut FOMES vous permet de vous former quand vous voulez et où vous vous trouvez. Inscrivez-vous dès maintenant à partir du site ifomes.org ou envoyez votre dossier à ifomes@ifomes.org ou par WhatsApp au numéro 00228 70 70 83 83 93 66 49 49 70 56 46 46 ou au secrétariat de l'Institut Sizakara au Togo, quartier d'Ongoyo. L'Institut FOMES, la voie de l'excellence. Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Kwaku, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Tes lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapera, milakbo titi a dodo nyakbo nyakbo. Ne miladidi mi aben kuvi. Les lapera et les fata, qualité internationale. Les lapers, home, amewe ashideke, wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo, laper, o lakbo nuere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères en studio, Gérard Ouessan et l'homme Matisogbe, Sylvestre Béni. Gérard, vous voulez placer un mot avant? Parce que... Non, moi je me pose juste une question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dirait à une entreprise qui canalise l'eau et directement dans ma maison? Qu'est-ce que je lui dis? Parce que ça arrive, hein. C'est un problème actuellement. Bien sûr, oui. À Tchévier, quelqu'un m'a appelé. À Zanguera aussi, parce qu'il y a un auditeur qui nous a appelé ce matin par rapport dans la zone de Mikao. On fait un caniveau, on draine l'eau de quelque part et directement dans la maison de quelqu'un. Dans une agglomération, dans 3-4 maisons, on déloge les gens. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à cette entreprise-là? Parce que quand on canalise l'eau, il faut que ça aille quelque part. Et les eaux de Lomé vont où? Moi, je n'ai jamais vu les eaux de Lomé être déversé en trombe quelque part, soit dans la mer ou bien dans le Zion. Alors, ce que Boumaf a fait, je pense qu'il y avait eu, en temps, il y avait une communication autour de ça, c'est qu'il y a au niveau de la douane d'Adido Gomé, ça quitte, ça vient au niveau de Champion qui est là, ça quitte, ça vient au niveau de Todman, et puis ça rentre au niveau de Boka. De Boka. Boka. Ok. Dans la lagune.
Oui. Et après? Ok. Voilà, moi c'est là où je suis. Non, la lagune, là on peut dire la lagune rejoint la mer. Puisqu'il y a, je crois l'année dernière, même Boca est débordé. Si bien que vous ne pouvez même pas aller au centre-ville. C'est totalement débordé. Alors si ça doit s'arrêter au niveau de Boca, on crée encore d'autres problèmes. Puisque il y a la station de... Parce que Boca, ça c'est censé continuer jusqu'à la mer, je crois. Ouais, jusqu'au Nigeria en fait. Ça veut dire que la lagune qui quitte Lomé va au Bénin, tout ça là-bas. Non, ça va pas. Ça va pas là. Bien sûr. Bien sûr. Ça passe par où? La lagune? Ça passe par où? Ah, d'accord, il y a... Il y a une digue là? Non, je crois que la lagune, c'est la lagune là qui va jusque... Pas des détours, le lac, les histoires là. Vous êtes sûr que c'est coupé quelque part? Ouais, c'est coupé. En tout cas, Eric, est-ce que vous avez déjà vu l'eau, les œufs de Lomé en trombe quelque part se jeter dans Boca? On doit pouvoir voir ça. Si on nous dit que l'eau là atterrit là-bas, qu'on nous dise, qu'on nous invite à voir des trombes d'eau rentrer dans cette lagune. Moi, depuis que je suis né à Lomé, j'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire que quelque part, quelqu'un nous ment. Quelqu'un nous ment. D'accord, très bien. Et ça nous amène à évoquer la justice togolaise. On nous a dit la dernière fois que, ce qu'on appelle les démarcheurs là, que c'est fini pour eux, et le gouvernement togolais a mis en place un groupe qui se charge donc de l'accueil des informations. Quand vous venez donc au tribunal aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui vous renseignent, qui vous accueillent, qui vous disent qu'est-ce que vous voulez, on vous oriente. Et voilà. Et pour pallier donc à ce phénomène de démarchage judiciaire, est-ce que vous croyez à ça, Sylvestre, que ça pourra porter ses fruits? Non. Je crois qu'on laisse la proie pour l'homme parce que le phénomène de démarcheur, en réalité, c'est pas uniquement pour informer les populations. Ces gens interviennent même dans des dossiers judiciaires et ils arrivent parfois aussi à débloquer des situations. C'est-à-dire que des gens prennent des affaires qu'ils peuvent confier à certains juges et ils débloquent la situation en faveur des judiciaires. Donc, le problème d'information ne se posait pas en réalité. J'ai appris, peut-être dans la première sortie du ministre, il avait dit, maintenant on a mis des dispositions, il ne peut plus intégrer le tribunal ou avoir accès facile au bureau des juges. Mais écoutez, quand moi je suis à la maison, je suis démarcheur, je prends mon téléphone, j'appelle le juge et je débloque la situation. On règle ça ailleurs. On règle ça, ou j'invite le juge autour d'un pot là, dans un bar à côté, je peux lui... Mais écoutez, ces démarcheurs sont puissants. J'en connais, je vous dis, ils sont puissants. Ils peuvent même aller inviter des gens et discuter quand tu tapes autour d'un pot. Et le problème est réglé. Donc en réalité, c'est pas le problème ne se retrouve pas au niveau des démarcheurs, mais c'est au niveau des juges et des avocats. Je crois que c'est en ce niveau-là qu'on doit avoir une conscience professionnelle. Il faut, oui, tout le monde dit, bon, même si c'est mauvais, on dit le droit. Mais il faut dire le droit avec une certaine conscience professionnelle. Il faut dire le droit comme cela devait être dit. En réalité, c'est ça. Si les juges arrivent à le faire, et tout ça, je crois que le problème ne se poserait pas. Donc cette lutte aujourd'hui pour vous est mornée. C'est morné. C'est morné puisque je ne suis pas dans de mauvaise augure, mais vous revenez encore peut-être 3 mois ou 4 mois après, vous allez voir que c'est la réalité. Parce qu'on nous avait aussi fait croire que cette histoire des gros bras, que c'est fini. Ah oui, en réalité, les gros bras sont encore là. Ils sont toujours là. Ils accompagnent toujours les forces de l'ordre. Or, il est défendu au gros bras d'être en complicité avec les forces de l'ordre pour aller donc déloger les gens. Mais ça se fait toujours. Or, le premier magistrat, je crois, non, c'est pas le premier magistrat, le président du Conseil suprême de la magistrature, voilà. Mais il est allé même sur une chaîne nationale. Et c'est là, il a fait le discours solennel. Il dit maintenant c'est fini. Et puis à la fin, je crois que c'est la fin même qui me retient même ici. Il dit à la fin qu'on reviendra après le service pour faire le service après vente. Et depuis le service après vente n'est pas encore, n'est toujours pas fait. Mais ils sont là. Ça veut dire que même la parole du premier magistrat ne compte même pas. Et il avait dit le jour-là qu'il y a même des juges qui font donc et même des huissiers qui font même de faux jugements. Avec de faux jugements, on peut même aller déloger quelqu'un. Mais celui qui fait un faux jugement pour aller déloger quelqu'un, est-ce que c'est le problème d'un démarcheur? Non. Celui qui sait pertinemment que X a raison, mais qui donne
un réseau à Y, parce que peut-être derrière il y a des espèces sonnantes et trébuchantes. Lui là, c'est un démarcheur qui lui a dit qui lui a imposé cela. Non, donc il faut une conscience professionnelle. Si les gens arrivent à dire le droit, je crois que le problème ne se poserait pas. Donc bon, le premier acte, je finis par là, le premier acte que le président togolais, le chef de l'État Faure Gnassingbé a posé quand il est arrivé au pouvoir, le premier acte, c'est de moderniser la justice. Il y avait quand même le plan national de la modernisation de la justice. C'est le premier acte qu'il a posé avec l'appui donc de l'Union européenne et tout ça. Mais juste aujourd'hui, on en parle encore. Et à l'époque, on avait quand même badigeonné, crépi, des trucs, mais on croyait qu'on a un peu pavé le tribunal. On croyait que c'était ça la modernisation. Mais il faut moderniser en réalité les juges. Il faut une transformation véritable de la justice à travers donc ces acteurs. Mais si on laisse tout ça et puis on parle de démarcheurs, ça ne donnera rien, ni aujourd'hui, ni demain, peut-être ni éternellement. Bon, je vois Gérard sourire et l'homme aussi. Est-ce qu'on pourra arriver à gagner cette bataille? Il faut quand même la gagner. Oui, ben je crois que le ministre de la Justice est décidé à quand même mettre de l'ordre. C'est vrai que depuis quelques temps, on a appris que oui, il vient au palais, il pose des actes, il met un peu d'ordre, il tape dans la fourmilière, mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des juges qui sont très bons, qui travaillent, qui font leur travail de façon efficace, mais il y a aussi des démarcheurs ou bien des juges même qui aujourd'hui posent problème. Vous avez écouté entendre le président du conseil de la Cour suprême, le juge Abdoulaye, qui a parlé justement de toute la chaîne, les juges, les notaires, les avocats, les géomètres, et dans des affaires de problèmes fonciers. Et vous voyez que la justice est malade quelque part. Donc il va falloir que oui, on puisse régler le problème, mais le régler de façon profonde, ensemble avec les acteurs eux-mêmes. Parce que si les acteurs ne contribuent pas, il ne faut pas que demain on crée à une chasse aux sorcières. C'est vrai que quand vous allez au palais de justice du Togo, il y a besoin quand même de Lomé, qui a besoin quand même de profondes réformes. Attendez, ces démarcheurs ne sont pas qu'à Lomé, hein? Oui, ils sont aussi à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a un tribunal qui a une affaire. Effectivement. Ben, ils interviennent. Effectivement. Parce qu'il y a affaire, ils sont là. Donc il faut vraiment que le ministre continue ce travail pour que le justiciable sache vraiment que oui, quand je débarque dans un palais de justice, c'est voilà comment je dois être orienté. Parce que les gens ont peur. Est-ce que c'est ces démarcheurs qui sont des problèmes ou c'est les juges qui sont des problèmes? Oui, j'ai dit qu'il y a des juges qui font le travail de manière efficace et il y a aussi des juges qui sont quand même qui doivent revoir leur copie. Ça, c'est clair. Ça aussi, c'est clair. Donc, il faut une profonde réforme de la justice togolaise. Ce n'est pas seulement, une affaire de démarcheur. Quand vous avez une justice qui fonctionne de façon normale, efficace, avec des décisions qui sont voilà, et il y a beaucoup de décisions, oui, qui sont quand même... Mais il y a quand même des gens qui contestent de plus en plus les décisions des juges. Et donc, oui, il faut de profondes réformes, et pas seulement les démarcheurs, mais il faut revoir tout l'appareil judiciaire pour que les choses soient conformes. Il y a un auditeur qui nous dit, vous arrivez au palais de justice, il n'y a pas des inscriptions qui t'orientent. C'est quand tu ne te retrouves pas que ces démarcheurs interviennent. Ces nouveaux feront le boulot des anciens en échange de sous. Avec le temps, les anciens démarcheurs deviendront les clients des nouveaux que l'État vient de créer. Toute une chaîne de clientélisme. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller sur ce terrain finalement? Bon, c'est vrai qu'il est défendu à ces nouveaux-là d'avoir accès au bureau des juges. Donc je me demande comment est-ce qu'ils auront à rencontrer les juges pour leur proposer des marchés. Bon, qui va interdire à qui? Qui interdit d'abord? L'autorité. Quelle autorité? Le ministre. Le ministre, alors qu'il n'est pas à la justice, il n'est pas au palais de la justice. Non. Quand vous voyez comment ces démarcheurs-là travaillent, c'est en parfaite connivence avec les juges. Ça, c'est des amis, quoi. Ça dit parfois, c'est le juge même qui l'appelle et dit Kodjo, ben, va voir telle chose. J'ai un confrère qui disait la dernière fois ici que souvent, ces démarcheurs, vous verrez, soit ce sont des frères ou des anciens amis de fac qui n'ont pas terminé leur cursus, des juges. Donc, ils se connaissent très bien. C'est des amis, c'est des hommes de confiance et des hommes de main. Disons qu'il y a deux types de démarcheurs. Il y en a qui sont là parce qu'il manque de personnel à la justice.
Il n'y a pas assez de personnel, il manque un greffier, il manque un secrétaire, il manque... parfois même, c'est pour éviter le travail de l'huissier. Il fait le déplacement, il s'en va voir le terrain, il vient faire un rapport au juge. Voilà, c'est là, j'ai dit, il travaille en parfaite intelligence avec le juge. Le juge a besoin de lui. Des fois, on les confond avec les juges. Hein. Ah, il est presque un juge. Hein. Parfois, c'est lui qui dit au juge, même celui-là, c'est un fou. Il faut le condamner. Il n'a sûrement pas raison. Surtout dans les affaires de terrain. Ils ont leur mot à dire. Il dit, quand je suis allé là-bas, il fait un rapport au juge et le juge, il s'appuie sur ces déclarations pour juger l'affaire. Donc, il y a ces démarcheurs-là, mais il y a aussi des démarcheurs qui sont là pour des malversations. C'est pour ça que je dis, il y a deux types de démarcheurs. Et souvent, dans les affaires de terrain, c'est ce que moi je connais le plus, hein, c'est-à-dire qu'il fait des malversations, il fait des trucs qui sont en marge du droit, en fait. Mais toujours avec l'accord du juge. C'est les deux types de trucs-là. Maintenant, quand vous dites que c'est le problème du juge, bien le problème au niveau des juges ou bien des démarcheurs, je dis que c'est au niveau des juges. Parce que c'est eux qui autorisent ces démarcheurs-là à travailler. Et ils travaillent pour eux. Tant qu'il y aura l'impunité, tant qu'un juge va faire des trucs qui ne sont pas conformes à la loi, il n'est pas puni, il n'est pas radié, il n'est pas... Je ne sais pas quelle punition on leur réserve. Tant qu'il y aura l'impunité, moi je crois que cette affaire de démarcheurs va persister, parce que ça arrange les juges et ça arrange surtout l'injustice. Vous savez, quelqu'un me disait la dernière fois qu'il était à la maison quand sa femme lui a amené un certificat de divorce. Voilà. Comment ça? C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. On lui amène un certificat de divorce, il s'était séparé depuis avec le monsieur, et la femme voulant voyager pour partir dans un pays étranger, il lui amène un divorce qu'un juge lui aurait signé. Monsieur Tatata et Vandata ont comparu. Et le suppléant de dire, mais il ne faut pas t'opposer à ça, parce que moi j'en ai besoin pour voyager. Bon, heureusement que l'homme il ne voulait plus de la femme. Il dit, bon ben, caca, c'est bien. Merci beaucoup. Il a accepté. Vous voyez, donc des choses qui se passent comme ça, des choses bizarres. Est-ce que ça c'est le problème d'un démarcheur? Non, c'est des juges qui sont véreux. C'est des juges qui ne font pas consciencieusement leur travail. Et l'homme a parlé de moralité, ou bien je ne sais pas si c'est Sylvestre. La moralité, ça ne sert à rien. On dit le commencement de la sagesse commence par le commencement de la sagesse, comment on dit, dans la sagesse commence par la peur du gendarme, quoi. Oui. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de censeur, quelqu'un pour vous punir, vous ne serez jamais sage. La peur du gendarme. Donc, il faut avoir des gens. Le commencement de la sagesse. Oui. La peur du gendarme et le commencement de la sagesse. Donc il faut avoir des gens qui sont capables de faire peur à tout le monde. Et c'est la loi, en fait. Tout le monde doit pouvoir avoir peur de la loi. Mais tant qu'il y aura des gens qui sont au-dessus de la loi, ça ne va pas marcher. Et pour finir, moi je dis que la modernisation de la justice, c'est un package. Hein. On ne peut pas faire de la demi-mesure. Tant qu'on va utiliser la justice pour se régler des comptes politiques, c'est-à-dire qu'on on instrumentalise la justice pour se régler des comptes politiques, la justice aura toujours des béquilles, hein. Ne sera jamais une justice moderne, une justice rassurante, quoi. Parce que le même juge qui a servi pour régler le compte à un homme parce que c'est politique, voilà, et on l'a béni, le même juge va utiliser aussi son pouvoir là pour voler des terres à quelqu'un. Pour divorcer quelqu'un qui n'en a pas la volonté, pour plein de choses, quoi. D'accord, très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais qu'on écoute aussi les auditeurs. Vous avez assez parlé. Je voulais savoir à peu près ce que aussi ils pensent de ce qu'on a dit. On a parlé des éperviers du Togo. On a parlé des inondations. Et puis on vient de parler donc des phénomènes de... comment on appelle ça? Des démarcheurs. Oui. Alors, vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Ceux qui souhaitent nous appeler sur WhatsApp, vous pouvez aussi le faire sur le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au téléphone avec nous. Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Maliki. Monsieur Maliki. Maliki, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Maliki. Oui, par rapport aux éperviers qui vont jouer ce soir. Oui.
je dirais que moi, dès le début, avant l'arrivée, en ce qui concerne l'événement de notre entraîneur, son arrivée, je vais parler de son arrivée. Oui. Moi, j'avais dit justement que lui aussi, il cherchait à venir manger. Ça, c'est clair. Parce que, en réalité, le problème du football, ce n'est pas l'entraîneur. Lui-même, il le savait consciemment. Les gens disent que non, qu'il était entraîneur chez les Blancs là-bas. Il était entraîneur. C'est comme un de vos confrères a dit que les joueurs reviennent de l'Azerbaïdjan et autres. Il était entraîneur dans quel club? Ça veut dire qu'en ce qui concerne le niveau des joueurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comme l'autre un de vos confrères aussi l'a dit, en ce qui concerne échanger la fédération et autres, ça ce n'est pas un problème très grave comme ça. Mais le plus grand problème, c'est qu'il faut voir, il faudrait vraiment former les joueurs, prendre un temps, former les joueurs, mais et surtout, voir s'il y a des blessés depuis les événements de 2006 pour la Coupe du Monde et autres. Il y a des gens qui ont des rancunes. Nous sommes en Afrique et on se connaît. Il y a des gens qui se sont rancunés par rapport à quelque chose de ceci ou de ceci. Moi, je ne parle pas de l'argent. On peut appeler tout le monde à venir s'asseoir, même si c'est Bolchika ensemble, ils vont boire, et essayer de discuter ensemble, de se comprendre, et essayer de dire que, après tout, nous avons en commun la terre. Il faudrait que moi, je prends tout, je jette tout de côté. Et à partir d'aujourd'hui, je dis que le pays peut évoluer, tout ça là comme ça. Donc, c'est des trucs sur lesquels on doit marquer. D'accord, très bien. Écoutez, merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue donc, sur le sport, le foot avec le match des éperviers cet après-midi à 16h au stade de Kégué. Tous au stade pour supporter quand même les éperviers. On va prendre notre auditeur sur le 92. Allô 93. Oui, bonjour. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous, cher ami? Non, je vais bien, et chez vous? Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? C'est M. Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Ok. Et je voudrais rebondir sur 2 points. Oui, allez-y. Et le premier, c'est par rapport à nos éperviers. Et sincèrement, nous ne voyons pas de face. Quand on voit nos éperviers sur le ballon, on dirait qu'ils ne pèsent pas. Ils sont trop légers sur le ballon, des passes vers l'adversaire, on dirait que c'est pas puissant. Donc, le travail est encore profond. Il ne faut pas qu'ils nous blaguent, il faut qu'ils soient déterminés, qu'ils nous prouvent qu'ils sont des vrais professionnels. Nous voulons vraiment compter sur eux, leur faire confiance, mais quand on les voit jouer, on ne les sent pas en tant que joueurs professionnels. Donc, ils doivent faire un travail propre, personnel à eux. C'est très important. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Maintenant, le second point, oui. Et c'est par rapport au... Et prêtez-moi le terme, ceux qui travaillent avec les juges. Ah oui, les démarcheurs. Les démarcheurs. Ouf! J'ai été vraiment victime et j'ai confié un problème à quelqu'un qui s'est... En fait, qu'on a pris pour juge, il a fallu 4 ans après. Moi, j'ai enregistré même son numéro comme étant juge. J'étais son nom. C'est un monsieur, quand je prononce son nom, beaucoup vont le reconnaître. Donc, il a fallu qu'une autre affaire m'amène à la justice. Donc, je donne le nom jugé tel. Et ils ont ri fatigué. Le substitut a dit que lui là, que c'est un démarcheur. J'ai été complètement déçu. Alors que je lui ai confié la nationalité de mes enfants, ça a pris beaucoup d'argent avant que ça ne sorte. Finalement, j'ai compris qu'il faut qu'on soit distingué. Et je me rappelle très bien, c'est un juge qui me l'a recommandé. C'est un juge qui vous l'a recommandé? Oui. Je connais même le nom du juge en question. Mais je préfère taire son nom. Donc, c'est le juge qui m'a dit d'aller voir ce gars. Et donc, moi, j'ai enregistré le gars comme étant juge tel aussi. Voilà. Donc moi je croyais être en contact avec un confrère d'un juge ou bien un collègue d'un juge, mais à fin de compte je me suis rendu compte que c'est un démarcheur, c'est un peu déplorable. Et j'ai apprécié l'intervention de votre confrère qui a dit que c'est les juges même qui favorisent ou bien qui donnent je crois, cette puissance ou bien, je ne sais pas, à cette démarche. Bien sûr. La preuve, dans votre cas, c'est le juge qui vous l'a recommandé.
Effectivement. Je connais et le nom du juge et le nom du démarcheur, mais je préfère tel un nom. D'accord, très bien. C'est un problème vraiment sérieux. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Monsieur Kossi. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes dans quel quartier? Je suis à Zosimé. Zosimé. Et la situation par rapport à la pluie de la dernière fois, c'est comment? Oh, bon, chez nous, au niveau du marché, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous avez beaucoup de chance alors. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui, c'est Pelé. Hein. Monsieur Pelé, nous vous écoutons. Ok, bon, pour le football aujourd'hui, il faut compter sur les hasards pour gagner ce match. D'accord. Point à la ligne. Bon, à ce qui concerne la justice, lorsque c'est maintenant qu'on veut faire les réformes pour la justice, il faut savoir qu'il n'y a pas la démocratie. La justice, c'est le socle de la démocratie. Et je voudrais parler aussi de l'inondation par rapport. Il y a l'année passée que un rassembleur sénégalais qui connaît bien Lomé, qui nous dit que si Lomé aussi peut inonder, c'est dommage. Parce que nous prenons le grand Lomé, qui est divisé en deux. Il y a la colline et il y a la base. Qui est divisé, et la médium, c'est la lagune. Et je pense que c'est M. Gérard qui a parlé où circule l'eau qui tombe dans les lagunes. On a dit 4 lagunes, non? Lagune 1, 2, 3, 4. Oui. Prenez la lagune de la Samé à M. de la Patrick. À un moment donné, quand il y a la sécheresse, c'est fini. Vous pouvez traverser la lagune avec le pied. Vous voyez? Vous pouvez traverser la lagune avec le pied. Je ne sais pas, c'est le fainéantisme ou bien c'est la méchanceté contre la population congolaise sur le fait qu'il ne veut pas développer le pays. Je ne sais pas pourquoi. Si nous prenons le Bénin, c'est-à-dire, on a toujours l'habitude de dire le Bénin parce que quand le régime nous a chassés, c'est là où nous sommes partis sur le sujet. On a vu ce que Cotonou était et puis aujourd'hui. Oui, bien sûr. On arrive on peine à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui empêche. C'est-à-dire, moi je me laisse les journalistes faire ce diagnostic-là de savoir est-ce que c'est le fainéantisme ou bien c'est la médiocrité du régime ou bien c'est la méchanceté parce que la population ne le vote pas. Il faut faire ce diagnostic-là pour savoir pourquoi on n'arrive pas à diriger, à bien gouverner ce pays. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Pelé. Merci de nous avoir appelés. On prendra plus d'auditeurs. Il y a un auditeur qui nous envoie son message. Il dit « Et les anciens démarcheurs, et les nouveaux, et les juges se connaissent. » Au Togo, tout le monde crée son boulot dans l'administration. L'ancien démarcheur est toujours un proche à un personnel de justice. Le premier démarcheur dans l'administration au Togo, c'est le vigile à la porte. Vous avez des avocats qui cognent la porte au juge de lui trouver un client. Vous avez des commissaires qui ont un avocat à leur disposition pour poursuivre le dossier des plaignants qui viennent au commissariat. Le mal est profond, dit donc cet auditeur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voulez placer un mot, M. Gérard? Bon, pour la justice, ça m'intéresse beaucoup. Juste une petite histoire en deux secondes. Hein. D'accord. Voilà quelqu'un qui s'en va prendre une ordonnance pour expulsion. Oui. Et le juge lui a dit avec le démarcheur, on va le faire vendredi vers 17h. Comme ça, ils ne peuvent rien faire. Et le lundi matin, on les expulse. Celui qu'on veut expulser, il a eu vent de ça. Il est parti dimanche voir un autre juge qui a délivré un sursis à exécution. Ceux-ci ont sorti l'ordonnance d'expulsion et l'autre a sorti le sursis le lundi matin. Ouais, c'est un monstre de canaille, quoi. Et le justiciable, et les démarcheurs, et le juge, tout le monde est canaille. Merci beaucoup. Mais ça, c'est tout Gérard, ça. Merci beaucoup, Gérard. Vous irez au stade. De toute façon, vous habitez juste à côté du stade de Kégué. Hein. Vous serez là? Ouais, je vais tout faire pour être à la maison avant qu'on ne barre la route, c'est tout. Il semble que c'est déjà barré la route hein, ouais. Dans la zone. Donc, vous allez vous débrouiller pour rentrer à la maison. Vous passer par Iziranaoui. Oui, c'est. Ça ne marche pas chez moi, je suis obligé. Ou bien je passe par Agoué. Il y a de côté de Kwachanyasingli. Voilà. Merci beaucoup, Gérard Rouissan. Merci beaucoup et je salue tous les auditeurs. Merci Elo Matisogwe. Merci Eric et coucou justement à tous ceux qui sont du côté d'Intercave La Rose avait dit en face du bar Opéra. Enfin, on a du restaurant Opéra. On a besoin du vin. Oui, voilà. Bon, enfin, heureusement que moi je ne bois pas. Donc, je passe chez lui à 15h, c'est ça? Lui, c'est la bière. Oui, toi, c'est la bière. Ah, c'est bon, donc. Lui, c'est Doppel, lui.
Ah, donc, ça existe encore cette histoire-là? Oui, c'est bon. il se reconnaît. Sinon, ça existe, d'accord. Ok, bon, on va prendre quelques bières de Pella d'attendre la victoire. Non seulement ça existe, mais c'est bon. C'est bon. Si le Togo gagne, venez chez moi, je serai à la radio, venez. Mais toi, tu bois pas, c'est ça le drame. Oui, mais bon, je vais. C'est ça le drame. Il y a de l'eau, il y a des bouteilles de Voltic. La bois seule. Messieurs, merci de nous avoir suivis sur la radio, sur TikTok également. Merci à mes confrères Sylvestre Béni, Mathis Ogbe et Gérard Ruissan. Merci à mon technicien du jour, Francis Daillé, qui a assuré donc la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À 12h45, le journal parlait avec Hugues Vignon à Tikbo. 13h, l'émission de la spiritualité avec Maître Florent Avocat. 15h45, moi je serai ici avec vous pour la retransmission en direct du stade de Kégué du match Togo-Algérie. Hugues Vignon, Atiko, Aquilin Junior seront donc au stade pour vous faire vivre donc ce match sur la radio. On gagne et on gagne. Allez, à très bientôt. Au revoir.